nous a appris à l'école que 476 était la date de la chute de l'Empire romain, mais aussi celle de la rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et tout cela serait arrivé à cause des invasions barbares. Pour réviser nos certitudes et nos fantasmes, Patrick Boucheron invite l'historien Giusto Traina à faire l'histoire des barbares et des Romains. Pour faire l'histoire, il convient parfois de renoncer à des expressions toutes faites. Prenez les invasions barbares. Elles évoquent une histoire de bruit et de fureur qui fait de la chute de l'Empire romain un drame à grand spectacle. En 1947 encore, l'historien André Pigagnol affirmait martial, la civilisation romaine n'est pas morte de sa belle mort, elle a été assassinée. Ah oui? Par qui? Par des bandes organisées qui, je cite encore, aux frontières de l'Empire, avaient réussi à vivre pendant des siècles sans se civiliser. Or, tout est faux dans cette affirmation, et les historiens le disent depuis bientôt un demi-siècle. Et si on les écoutait, quitte à renoncer au péplum de notre enfance? C'est Giusto Traina qui nous raconte l'histoire aujourd'hui. Historien de la société tardo-antique, il nous propose de déplacer notre regard, et d'abord en reculant dans le temps. Avec lui, transportons-nous de 476, date traditionnelle de la chute de l'Empire, à 410, lorsque les Goths, menés par leur chef Alaric, entrent dans la ville de Rome assiégée. Nous sommes à l'aube d'un événement comme Rome n'en a pas connu depuis près de 800 ans. Le 24 août 410, les Goths, menés par Alaric, pénètrent dans la ville par la porte Salaria. Pendant 3 jours, ils pillent, saccagent et brûlent les grandes villas des sénateurs, les édifices publics, les temples et même des quartiers entiers. À ce moment-là, Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain d'Occident, mais elle en est le cœur, elle est le symbole de sa puissance. Elle n'a plus son prestige d'antan, mais la mise à sac spectaculaire est vécue dans tout l'Empire comme une catastrophe. Sur cette peinture de Joseph Noël Sylvestre, qui date du 19e siècle, on voit clairement cette opposition entre ces deux peuples. Rome, ce sont des bâtiments ordonnés, massifs, des statues de marbre blanc, alors que les barbares sont nus, hirsutes et dispersés. La fureur se lit dans les corps et les visages. Pourtant, les Goths ne sont plus à ce moment-là des populations extérieures à l'Empire. Pour le comprendre, revenons un peu plus tôt, en 376. Les Goths vivent au bord de la mer de Crimée et décident de traverser le Danube qui constituait alors une frontière avec l'Empire romain. Après la bataille d'Andrinople, dont les Goths sortent vainqueurs, l'empereur Théodose Ier accepte de leur céder des terres en échange de leur service dans l'armée. Un grand péplum, réalisé par Anthony Mann, met en scène les débats que cette question de l'intégration des barbares a provoqués. Un film qui se déroule 2 siècles plus tôt, à la fin du règne de Marc Aurèle. These people have proved their aims very clearly. To destroy us and to destroy the whole Roman way of life. And yet, the answer is simple. Let us transform my friends from men of war to men of peace. Let us put them on our abandoned farmland. Not only will they produce food for themselves, but this I pledge you, one day they will send food to Rome. Revenons à 410 et au spectaculaire saccage de Rome. Ce sac n'était donc pas une invasion de barbares étrangers, mais bien une révolte de soldats intégrés à l'Empire. Ce sac de 410 ne sera pas le dernier sac de Rome. En fait, au 5e siècle, Rome fut mise à sac 3 fois. En 410 par les Goths, en 455 par les Vandales et enfin en 472. Toutefois, c'est surtout le sac de 410 qui secoua le plus l'Empire romain. En réalité, le véritable choc était d'ordre spirituel. La prise d'une ville qu'on croyait imprenable ne passa pas inaperçue. Des auteurs chrétiens comme Augustin et Paul Orose en profitèrent pour souligner les limites des royaumes terrestres. Sur un plan plus général, le sac de 410 a mis à jour une situation plus complexe. En fait,
on avait bien compris que les barbares n'étaient pas uniquement des ennemis ou des mercenaires. Leur mouvement à l'intérieur de l'Empire était moins des invasions qu'un phénomène migratoire devenu inévitable. Les Allemands l'ont bien senti, qui depuis longtemps ne parlent pas d'invasion, mais de Völkerwanderungen, les migrations des peuples. Ceux qu'on appelle les barbares étaient en réalité des réfugiés progressivement intégrés à l'Empire via l'armée, et leur lien avec les autorités impériales ne se limitait pas à la confrontation armée. You have come from the deserts of Egypt, from the mountains of Armenia, from the forests of Gaul and the prairies of Spain. You do not resemble each other, nor do you wear the same clothes, nor sing the same songs, nor worship the same gods. Yet, like a mighty tree with green leaves and black roots, you are the unity which is Rome. Mais alors, d'où vient cette notion d'invasion barbare qui aurait déferlé sur l'Empire et provoqué sa chute? La réponse est à chercher des siècles plus tard, à la Renaissance. On se passionne alors pour l'histoire de l'Empire romain. On cherche naturellement des explications à sa disparition. Depuis les premiers atlas d'histoire universelle du XVIe siècle, on prend l'habitude de faire figurer un trait net qui distingue le territoire de l'Empire des régions extérieures. Les historiens modernes utilisent un mot pour désigner cette frontière, le limes. Forcément, ce trait dissimule une réalité plus complexe. Par exemple, les circulations, les passages qui sont autorisés, ou encore la proximité des populations qu'elle vient séparer. C'est véritablement au XIXe siècle que le terme d'invasion barbare s'impose, sous l'impulsion d'un homme dont l'histoire a retenu le nom pour une toute autre raison. Le comte Emmanuel de Las Cases est connu pour avoir rédigé les mémoires de Napoléon, le fameux mémorial de Sainte-Hélène. En 1808, bien avant cela, Emmanuel de Las Cases rédige un atlas dans lequel figure une carte d'un genre nouveau dont le titre est très clair, Tableau de l'invasion des barbares. Elle met en lumière les mouvements des différents peuples avec de nombreuses couleurs et fléchages. La carte utilise des codes militaires à la manière d'une carte d'état-major. Les flux migratoires apparaissent plutôt comme des mouvements de troupes et de prise de territoire. Et cet atlas, qui faisait des migrations du 5e siècle une campagne d'invasion contre Rome, eut, selon des témoins, beaucoup de succès. Cette vision de ce qui se joue au 5e siècle s'appuie largement sur la manière dont les auteurs romains de leur temps considéraient ces barbares. La limite entre les deux camps est d'ailleurs floue. On retrouve des barbares jusque dans l'entourage proche des empereurs. Le général Stylicon, qui tente de négocier avec Alaric avant que celui-ci ne saccage Rome en 410, est lui-même le fils d'un père vandale. En réalité, les chefs et rois barbares avaient plus intérêt à négocier avec l'Empire qu'à le combattre, car les structures administratives romaines étaient les seules à même d'assurer l'entretien de leurs troupes. Il faut donc éviter de polariser la vision de l'Empire comme s'il y avait d'un côté les Romains de souche et de l'autre les barbares. En 313, l'empereur Constantin fraîchement converti concède aux citoyens de l'Empire la liberté de culte. À partir de ce moment-là, la christianisation va peu à peu se généraliser dans l'Empire romain. Être chrétien va même devenir nécessaire pour gravir les échelons dans l'Empire ou pour conserver sa position sociale. Pour les Romains, mais aussi pour ceux des barbares qui sont intégrés à l'Empire. Le christianisme convainc des adeptes bien au-delà des frontières de l'Empire. Les missionnaires jouent alors un rôle essentiel. Une autre voie d'influence plus étonnante passe par les prisonniers. Chez les Goths, le fils d'un captif chrétien va justement avoir un rôle déterminant. Cet homme en blanc, qui semble très écouté par tous ceux qui l'entourent, s'appelle Ulfila. Il devient au milieu du IVe siècle le premier évêque des Goths. Il traduit la Bible en gothique, dont certains manuscrits ont été conservés.
Le Codex Argenteus, la traduction des évangiles en langue gothique, est l'un des plus anciens documents dans cette langue. Parmi tous les barbares, les pauvres Vandales ont été les plus vitupérés. C'est la faute à l'évêque Victor de Vita. Et Victor de Vita avait écrit une histoire de la persécution vandale, faisant un compte rendu désolant de leur occupation de l'Afrique, un secteur particulièrement riche et urbanisé de la Méditerranée. Victor raconte la perte de la civilisation romaine en Afrique sous les coups de ses guerriers. Bien plus tard, cet ouvrage a inspiré les modernes. En 1794, une figure de la Révolution française, l'abbé Grégoire, écrit un rapport sur les destructions opérées par des sans-culottes. Il crée le terme vandalisme qui se répandra et sera adopté universellement. En réalité, les Vandales s'adaptaient très bien à la civilisation de l'Afrique romaine et tardive. D'un autre côté, il faut noter que certains auteurs littéraires dénonçaient la décadence de la civilisation romaine. On oppose ainsi les Romains, amollis par le luxe, aux barbares indomptés et proches de la nature. Ce qui est sûr, c'est que les groupes qui se font désigner comme Goths, Francs, Vandales ne correspondent pas nécessairement à des ethnies compactes. Les archéologues ont longtemps cru que la culture matérielle des barbares permettait de reconnaître une ethnie sur la base du mobilier retrouvé dans leurs sépultures. Un peu comme si des archéologues du futur, devant une épave de Toyota retrouvée dans la fouille d'une banlieue européenne, en concluaient qu'ils avaient affaire à un site d'immigrants japonais. On le comprend, les processus d'hybridation se jouent sur plusieurs siècles. Et la disparition de l'Empire romain ne s'est pas jouée à une date aussi précise que l'année 476. Que se passe-t-il en réalité cette année-là ? Le chef barbare, Odoacre, dépose l'empereur Romulus Augustule à Rome. Il le destitue. Mais il ne nomme aucun empereur, pas même lui-même, à sa place. La raison est simple. Cela fait maintenant quelques dizaines d'années que le véritable pouvoir romain ne se trouve plus en Occident, mais en Orient. Depuis le IVe siècle, l'Empire est administré par deux entités, l'une à Ravenne en Italie, l'autre à Constantinople. Et les deux empereurs sont devenus de plus en plus indépendants l'un par rapport à l'autre. En 476, la légitimité de l'empereur d'Orient est tellement acceptée que Odoacre, à Rome, lui fait naturellement allégeance. Pour les protagonistes, il ne fait donc aucun doute que l'Empire romain est bien en place et non voué à disparaître. Il aura même une longévité exceptionnelle jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Les dates de 410 et 476 ne sont pas les plus catastrophiques du Ve siècle. Mais l'histoire de l'Empire romain joue un rôle trop matriciel dans nos identités et nos angoisses. L'enjeu n'est pas qu'historique, il est aussi politique. Dans un passage de Soumission de Michel Houellebecq, le personnage Robert Rédiguet, qui vient de se convertir à l'islam en justifiant sa démarche opportuniste par la conviction que l'Europe est en pleine décadence et que la civilisation occidentale s'est justement suicidée. La civilisation romaine ne s'est pas suicidée comme le voudrait Houellebecq, mais Soumission pourrait bien s'ajouter au long dossier sur la vision trompeuse de la chute de Rome, de la fin du monde ancien et de la peur des invasions barbares que dans sa vision contemporaine, on appelle le grand remplacement. Car ce qui a fait le succès des invasions barbares, ce sont des angoisses très contemporaines, autour de phénomènes de migration, de métissage, et que résument aujourd'hui des théories comme le choc des civilisations ou justement le grand remplacement. Ne plus parler d'invasion barbare, pourquoi pas? Mais comme il est difficile pour certains de renoncer à l'idée même de décadence. Libérer le passé des hantises du présent, telle est aussi la tâche des historiens. Le récit qu'ils proposent aujourd'hui d'un long 5e siècle, marquant une transition graduelle entre Antiquité et Moyen-Âge, est-il pour autant moins intéressant? Lui aussi est susceptible de faire miroir
à nos angoisses contemporaines. Prenez ce livre de Kyle Harper, qui a eu récemment un succès mondial, « Comment l'Empire romain s'est effondré », traduit en allemand sous le titre « Fatum ». Plus de hordes barbares, plus de Romains de la décadence sous sa plume. Mais Kyle Harper ne résiste pas pour autant au grand récit. Ses principaux protagonistes sont désormais le changement climatique et l'épidémie, et il a une lecture environnementale de la chute de Rome. Décidément, on troque toujours une angoisse contre une autre. Au revoir.